Il est 15 heures et nous sommes le dimanche 16 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici donc les titres de l'actualité. Djibouti est solidaire avec les habitants de la bande du Gaza en ce mois béni du Ramadan. Également dans l'actualité de ce 15 heures, au moins 33 morts dans des violentes tempêtes et tornades qui sont abattus aux États-Unis. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. À Gaza, depuis l'accord instaurant une trêve partielle, la guerre donc s'est tue sans jamais disparaître dans cette enclave assiégée. Chaque accalmie semble annoncer donc la tempête. Les détails dans cette séquence. À Gaza, depuis l'accord instaurant une trêve partielle, la guerre se tue sans jamais disparaître. Dans cette enclave assiégée, chaque accalmie semble annoncer la tempête. Pourtant, au milieu des décombres, le ramadan s'impose, fragile lueur d'espoir dans un paysage brisé. Ce jeudi dernier, sur ces images, on découvre une séance de partage des repas, des ruptures de jeûne dans les décombres de Gaza organisées grâce à la contribution de Djibouti. Dans un territoire ravagé par la guerre depuis le 7 octobre 2023, partager un repas avec les Palestiniens dépasse le simple acte de bienfaisance. C'est un message de solidarité de la part de Djibouti, mais aussi une confirmation que Gaza n'est pas seul. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien constant apporté par la République de Djibouti sous le leadership éclairé de son président. Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, on pointe depuis longtemps dans le soutien à la cause palestinienne. Cet acte de solidarité réaffirme ainsi son engagement indéfectible en faveur des droits légitimes du peuple palestinien. Cette position permanente reflète la volonté de Djibouti de défendre la cause palestinienne sur les scènes régionales et internationales. Fidèle à ses valeurs de solidarité, de justice et de soutien aux causes justes, Djibouti n'a ménagé aucun effort pour appuyer la lutte du peuple palestinien, que ce soit sur le plan politique ou diplomatique. Il convient de souligner que le président de la République, El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, lors de sa participation au sommet arabe extraordinaire au Caire, a réaffirmé le rejet catégorique de notre pays de tout déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres, ainsi que son engagement indéfectible en faveur de leurs droits légitimes à établir leur État indépendant. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé au Palais du Peuple un atelier de présentation du cadre des résultats politiques national genre 2024-2030. L'atelier était dirigé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Badond, la secrétaire générale adjointe de l'UNFD, Mme Rouria Youssouf, et la représentante chargée des programmes du FUNIAP. Un atelier qui a réuni les points focaux au genre des différents ministères concernés, des experts en égalité de genre, des partenaires techniques et financiers de la société civile. Le but de la rencontre était de partager et discuter les moyens pour renforcer l'égalité du genre et promouvoir l'autonomisation de la femme et lutter contre toute forme de discrimination, de violence faite aux femmes. C'est ce qu'a indiqué la représentante de la FUNIAP. C'est réellement un honneur pour UNFPA de venir concrétiser finalement cette mise en œuvre ce lancement de la mise en œuvre de la politique nationale genre. La deuxième génération de cette politique qui avait été lancée en 2011. Et la mise en œuvre de cette politique s'inscrit également de manière stratégique avec le dernier quinquennat des objectifs de développement durable, mais également avec la mise en œuvre du nouveau plan, du nouveau cadre de développement
de l'appui au développement du système des Nations Unies. Donc l'appui de UNFPA a toujours été incontournable auprès du ministère de la Femme. Et la question de l'égalité du genre, bien sûr, se concrétise également à travers des questions essentielles telles que la lutte contre les violences basées sur le genre, la lutte contre les mutilations génitales féminines, qui font partie des priorités, des axes prioritaires de cette politique nationale genre. Et pour sa part, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille s'est exprimée en ces termes. Réunion organisée par la direction de l'Observatoire genre du ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui technique et financier du FUNIAP, vise à renforcer la collaboration interministérielle et celle du système des Nations Unies et à définir des actions concrètes pour une meilleure intégration de la perspective du genre dans la politique publique. Cette réunion qui a pour objectif de présenter le cadre des résultats de la politique nationale genre 2024-2030, de renforcer les réseaux des points focaux genre et favoriser les échanges de bonnes pratiques et identifier les synergies possibles entre les différents ministères et à définir les actions conjointes. Mesdames et messieurs, les inégalités entre les hommes et les femmes et les jeunes filles dans le processus du développement socio-économique et notamment la valorisation du rôle actif de la femme ont fait l'objet de beaucoup de considérations et d'efforts de la part des autorités publiques de la République de Djibouti, aidées en cela par une société civile entreprenante où l'Union nationale des femmes tunisiennes, l'UNFD, a souvent joué un rôle majeur et appuyé par les partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale. Un ensemble de réformes émancipatrices pour les Djiboutiennes leur ont notamment permis d'accéder à l'instruction, au travail et aux services sociaux essentiels, d'entamer la maîtrise de leur fécondité et d'assumer des responsabilités publiques, administratives, électives, où elles réussissent autant que les hommes. 10 ans après l'adoption de la politique nationale genre 2011-2021, le gouvernement a pris la décision de faire le bilan de cette politique en termes de transformation sociale et de mettre en place une nouvelle politique nationale genre 2024-2030. Et voilà qui nous ramène de parler de cette grande finale du concours national d'éloquence qui s'est déroulé à Salam Center. Eh bien, Horatio 2025, c'est le nom de ce concours. Après plusieurs étapes de sélection rigoureuse, 4 jeunes orateurs triés parmi les 80 candidats initiaux se sont affrontés pour décrocher le prestigieux titre organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, un événement qui met en lumière les talents, les créativités, la puissance des verbes chez les jeunes générations tout au long des épreuves. Les participants ont démontré donc les valeurs sur des thèmes aussi divers, le changement climatique par exemple, les MGF, la diversité culturelle, la liberté d'expression ou encore l'importance du dialogue dans des sociétés en perpétuelle mutation. Les 4 finalistes, après avoir surmonté plusieurs étapes éliminatoires, ont livré des discours aussi percutants que convaincants face à un jury composé d'experts en rhétorique, des personnalités du monde de la presse, où chaque candidat a dû défendre sa position avec finesse et conviction. La thématique de cette finale, l'égalité des sexes, progrès réel ou façade médiatique, eh bien, les participants ont captivé avec la prestance et leur force des mots. Les qualités ont été également au rendez-vous. Écoutons ce jeune participant. Se battre de manière impressionnante de nombreuses personnes, de nombreux individus, tous plus talentueux les uns que les autres. J'ai vu certains qui mériteraient même d'être à ma place aujourd'hui. C'est avec un grand honneur et un grand respect que je salue ces personnes, que je les mentionne même. Ils se sont vaillamment battus et je ne les oublierai pas. Ce concours, ça a été une expérience pour moi, une manière de montrer que j'ai du talent, que j'ai de l'éloquence. Cela a révélé quelque chose et je remercie profondément le ministère ainsi que la ministre. Je tiens à remercier toute l'organisation du ministère et surtout la ministre de la Jeunesse et de la Culture de nous avoir organisé un tel concours pour qu'on se libère, pour qu'on s'exprime, pour faire ressortir notre talent
face au public. Donc j'ai obtenu la deuxième place et c'est avec un immense plaisir que je félicite aussi le premier qui était mon adversaire, M. Boulalé. Donc félicitations et merci à toutes. Bien, notre équipe de reporters ont pu donc recueillir la réaction du président du jury. Il s'agit du docteur Opsi Ali Jama. Écoutons. Pour nous, c'est un plaisir d'avoir tout au long de ce concours participé à la sélection et à la notation de nos jeunes candidats. Et aujourd'hui, nous arrivons à terme de ce concours. Et je voulais bien sûr saluer les différents candidats c'était pas facile de parler en public, de débattre, et aujourd'hui de débattre aussi devant leurs proches, devant leurs parents qui sont là. Nous avons apprécié le fair play, le dévouement, et effectivement, il y avait dans ce concours aucune animosité, aucune méchanceté, le fair play, l'amitié, le courage qui a été fait tout au long de ce concours. Alors, pour le premier match, la troisième place, nous avons des critères de notation depuis tout au long du concours. Ce concours on a prévu, les notations ne se font pas comme ça. Il y a tout un critère de sélection qui a été établi, un règlement intérieur qui a été fait en termes de discipline, en termes de sanctions, en termes de notation. Donc les candidats sont évalués sur plusieurs critères, leur débat oratoire, en premier lieu leur gestuelle, leur force de persuasion, leur argumentaire, et c'est le cinquième critère qui est la détermination du public, notamment la voix qui est un critère extrêmement important. Le débat, je vous assure, entre jury, ça n'a pas été facile. Nous avons pris beaucoup de temps, beaucoup de réflexion pour ne pas décourager, pour ne pas froisser aussi, parce que c'est vrai, il y a un jury qui note, mais aussi il y a un public aussi qui apprécie. Donc, il faut qu'il y ait une certaine concordance par rapport au ressenti du public et les évaluations du jury. Le directeur de l'insertion sociale s'est exprimé également en ces termes. Je ne serai pas lente, juste quelques mots, un peu pour retracer l'histoire et les étapes de ce concours. Je voudrais d'abord dire que merci aux participants et aux invités qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la grande finale du concours national d'éloquence, dont les inscriptions ont débuté il y a presque un an, avec 120 jeunes inscrits. Lors de la présélection, il y a eu 80 qui ont été retenus. Donc, parmi les 80 jeunes, maintenant, aujourd'hui, nous accueillons les 4 finalistes. Les 4 finalistes qui ont montré leur talent oratoire. Lors de ce concours, plusieurs thèmes ont été abordés, à commencer par l'MGF, le changement climatique, la diversité culturelle, et sans oublier le problème que les jeunes sont confrontés, à savoir la drogue, des thèmes qui ont été vraiment soigneusement choisis par les organisateurs et le jury. En bref et en image, le colonel Ouaïs Omar Bourolé, commandant de la garde-côte djiboutienne, a accueilli au camp d'Oralé de la garde-côte djiboutienne une délégation conduite par M. Luchunkas, chef de mission ECAP Somalie, en présence de Dania Koza, chef des opérations ECAP également de la Somalie. Le colonel Ouaïs Omar Bourolé a d'emblée souhaité la bienvenue à M. Ketsoutis avant de lui faire part d'une présentation des différentes missions maritimes et des infrastructures de la garde-côte djiboutienne. Effectivement, pendant la réunion, les deux responsables ont soulevé plusieurs points dans les volets de la sécurité et de la sûreté maritime du golfe d'Aden et celui du Bab el-Mandeb. Ils ont également abordé les mécanismes de coopération en matière de recherche et de sauvetage en mer, soulignant une fois de plus l'importance d'une coordination efficace pour assurer la protection des vies humaines. Le commandant de la garde-côte et le chef de mission UCAP Somalie ont eu des échanges fructueux et constructifs faisant état de la très bonne coopération et de collaboration.
Direction Arta, où le rythme du jeûne bat son plein dans cette région très prisée par les Djiboutiens. À l'instar des autres pays musulmans, pendant le mois béni de Ramadan, la population djiboutienne vive un rythme de jeûne, des prières et de la solidarité et dans une ambiance spirituelle et conviviale unique. Entre rites religieux et actions caritatives, vous ramenez la région d'Arta où nous ramène que les fidèles vivent dans un rythme de jeûne et de prière. Après l'iftar, les fidèles se dirigent vers les mosquées pour accomplir la prière de Isha, suivie de Tarawih et des prières nocturnes et spéciales Ramadan. À la ville blanche Tadjoura, cette fois où le mois béni de Ramadan, les activités commerciales liées donc à la vente des fruits connaissent une forte augmentation. Ces marchés se sont transformés en véritables lieux où les habitants de cette région s'approvisionnent. Eh bien, le Ramadan, un mois sacré, qui marque une étape importante pour chaque musulman. À Tadjoura, par exemple, les commerçants des fruits profitent de cette période pour diversifier leur offre. Les étals sont remplis de dattes, des figues, des raisins secs, des bananes, des mangues, des oranges, des fruits exotiques qui sont très appréciés. Leur propriété hydratante et nourrissante après une journée de jeûne. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, aux États-Unis, des violentes tornades se sont abattues dans ce pays. Eh bien, 33 morts dans ces violentes tempêtes et tornades qui ont frappé le Missouri, le Kansas, le Texas, l'Arkansas. D'autres tornades sont attendues en Louisiane, dans le Mississippi, l'Alabama et la Tennessee. Au moins, c'est 33 personnes décédées et des douzaines autres ont été blessées lors du passage de ce tornade. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.